Alors, je vais vous donner quelques instructions avant de commencer ce webinaire. Ce webinaire aura lieu en anglais et en français et avec interprétation simultanée en français pour sélectionner l'audio que vous préférez sur votre ordinateur de bureau. Cliquez sur le bouton d'interprétation, l'icône de globe au bas du panneau et sur un appareil mobile, cliquez sur l'icône More. Alors, pour sélectionner la langue de vos diapos, cliquez sur les options d'affichage en haut de votre écran, puis sur la langue de votre choix. Il y a un menu déroulant pour le téléphone et vous choisissez Options. Et il y aura des détails aussi à l'écran pour expliquer comment choisir la langue. Les participants ont leur micro et la caméra éteints. Si vous avez des questions, pour les présentateurs ou présentatrices, veuillez taper sur la fenêtre de questions-réponses. Et si vous voulez communiquer avec les interprètes de la langue des signes, vous pouvez communiquer avec eux directement. Et il y aura une période de questions et de réponses et mes collègues vont m'aider à y répondre. C'est bien que les gens se présentent dans le chat. Si vous voulez éteindre l'option des commentaires, vous cliquez sur la flèche dans chat et vous éliminez les chats de votre écran. Et il y aura une liste de soutien et de services dans la boîte de clavardage. Et finalement, il y aura un formulaire d'évaluation qui s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur une fois le webinaire terminé. Un certificat de participation sera généré une fois que vous aurez terminé cette évaluation. Et ce webinaire est enregistré. L'enregistrement et tout le matériel, comme les diapos, vous seront affichés sur le site de Learning Network et vous seront envoyés par courriel après l'événement. Alors, on va prendre une petite pause maintenant pour que vous puissiez vous préparer. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Diane Lalonde. Je suis associée de recherche au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants à l'Université Western. Et au nom des équipes du Centre des connaissances et du Learning Network, bienvenue à la violence fondée sur le sexe dans les écoles et les expériences intersectionnelles de filles noires du Canada. Nous travaillons sur les terres traditionnelles des Anishinaabe, des Haudenosaunee et plusieurs autres nations qui sont ici sur les terres de London. Nous faisons cette reconnaissance pour reconnaître et remercier les Autochtones qui habitaient ces terres. Nous savons qu'il y avait beaucoup de personnes noires qui ont été amenées à ces terres à cause du colonialisme. Nous voulons lutter contre toutes les formes d'oppression au Canada. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous la professeure Rachel Litchmore. Il y a sa biographie au complet est sur le site web. Elle est professeure adjointe de développement humain au Connecticut College. Elle fait de la recherche sur la psychologie critique, les identités des adolescentes noires racialisées et les politiques d'éducation et la transformation des systèmes. Elle était en Ontario avant, où elle était à la direction de l'antiracisme au gouvernement de l'Ontario. Et maintenant, je donne la parole à Madame Litchmore pour sa présentation. Merci beaucoup, Diane, et bienvenue à ma conférence de cet après-midi. Je suis ravie de voir tous ces gens de partout au Canada. L'Ontario me manque
et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme Diane l'a dit, je m'appelle Rachel Litchmore. Je suis actuellement professeure adjointe au Connecticut College aux États-Unis, dans l'État du Connecticut. Alors, avant de déménager aux États-Unis, j'ai été conseillère en politique principale à la direction de l'antiracisme du gouvernement de l'Ontario. Je travaille sur les politiques, surtout les politiques en matière d'éducation. Pour le moment, la majorité de mon travail se concentre sur les identités et les expériences des adolescentes canadiennes noires. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai fait lorsque je travaillais sur mon doctorat. Où j'ai fait une étude ethnographique dans une école secondaire de Toronto et j'ai parlé à un groupe d'étudiantes euh, et je leur ai posé des questions sur la violence de genre dans les écoles. Alors, bien sûr, il y a mon expérience personnelle et mon identité en tant que femme immigrante noire. J'ai grandi en Jamaïque, je suis arrivée au Canada où j'ai terminé l'école secondaire et toute mon éducation postsecondaire. Ma recherche est fondée sur cette expérience de racisme à l'école secondaire et toutes les expériences d'exclusion que j'ai vécues. J'ai voulu donc étudier cela et documenter cela et l'appliquer aux adolescentes noires canadiennes en général. Par rapport au moment où j'ai commencé, il existe beaucoup plus de recherches sur les expériences des Canadiens noirs. Il y a Carl James à l'Université de York qui a beaucoup travaillé là-dessus. Bien sûr, il n'y a pas suffisamment de recherches là-dessus, mais il y en a beaucoup plus que quand j'ai commencé. Et je travaille au niveau de la communauté. Je fais un travail de proximité auprès des jeunes. Je m'occupe de programmes de mentorat et de tutorat. Je travaille sur la santé mentale avec les jeunes. Et bien sûr, j'essaie d'introduire, de présenter des interventions pour appuyer ces adolescentes noires dans leur parcours éducatif et de vie. Je travaille sur les écoles intermédiaires et sur l'intégration raciale en ce moment. Alors, j'espère que vous comprendrez les statistiques actuelles sur la violence fondée sur le sexe dans les écoles canadiennes. Je voudrais qu'on se questionne sur les histoires croisées de racisme et de sexisme au Canada existent et la façon dont elles éclairent les espaces éducatifs pour promouvoir les cultures de violence et où finalement d'envisager des approches fondées sur les forces et tenant compte des traumatismes pour travailler avec les filles noires du Canada touchées par la violence fondée sur le sexe. Alors, je vais commencer avec quelques définitions. On commence avec la violence sexuelle. C'est la violence à caractère sexuel. C'est un terme général qui désigne les violences physiques et psychologiques exercées par des moyens sexuels ou visant la sexualité. Cela comprend, sans s'y limiter, l'abus sexuel, l'agression sexuelle, le viol, le harcèlement sexuel et le harcèlement en ligne. Je voulais vous donner cette définition pour mettre l'accent sur le fait que lorsqu'on pense à la violence sexuelle, souvent on pense aux agressions sexuelles ou au viol, mais je voulais insister sur l'inclusion de harcèlement sexuel et harcèlement en ligne en particulier, parce que ce sont des activités insidieuses qui ont lieu dans les écoles en ce moment. Et souvent, on n'y prête pas attention parce que ce n'est pas une violence criminelle ou au niveau on ne peut pas traîner les gens devant les tribunaux pour cela. Ensuite, il y a la violence culturelle. La violence culturelle est définie ici comme tout aspect d'une culture qui peut être utilisé pour légitimer la violence sous sa forme directe ou structurelle. La violence symbolique intégrée à une culture ne tue pas ou ne mutile pas comme la violence directe ou la violence intégrée à la structure. Cependant, elle est utilisée pour légitimer l'une ou l'autre
ou les deux. Alors, je voulais vous attirer votre attention à cette définition, surtout lorsqu'on parle du harcèlement en ligne et du harcèlement sexuel. Parce que souvent, quand on pense à la violence, on pense aux agressions sexuelles qui leur sont imposées. Mais quand il y a la violence culturelle et des cultures de violence, il faut penser à ce qui se passe dans l'environnement, les activités, les discours, les comportements, les paroles qui ont un impact sur la vie des jeunes et sur leur vie. Et ce ne sont pas nécessairement des violences physiques. Il s'agit de ce qui se passe au niveau du discours, de l'idéologie et comment on perpétue la violence dans les sociétés, surtout dans les écoles. Et finalement, il y a la culture de la violence faite aux femmes. Cette culture est perpétuée par des influences sociétales qui favorisent une tolérance systémique des actes de violence comme le viol. Cette culture de la violence se manifeste au niveau sociétal où elle mine le statut et le pouvoir des femmes et au niveau individuel où elle renforce les attitudes et les croyances préjudiciables à l'égard des femmes et de la violence faite aux femmes. Alors, la culture de la violence faite aux femmes réunit la violence sexuelle et la violence culturelle comme étant des types de violences qui sont tolérées et que la société, et dont la société en fait la promotion. Et ça nous fait penser au rôle ou au statut des femmes dans nos sociétés. Ces définitions, bien sûr, s'appliquent aux femmes en général, mais comme vous allez voir, je pense ici aux femmes et aux filles noires. Alors, on va se pencher sur des définitions de racisme systémique et l'intersection avec les définitions de violence sexuelle et leur effet sur les filles noires dans les écoles. Alors, les données les plus récentes qu'on peut trouver sur la violence dans les écoles en général et la violence sexuelle dans les écoles proviennent d'un sondage créé par la Dr. Deborah Pepler à l'Université de York et la Dr. Tracy Vaillancourt à l'Université d'Ottawa. Et ces deux chercheuses ont collaboré avec la CBC pour produire une série de publications qui portent sur la violence dans les écoles. Et ce sondage a été fait auprès de 4000 participants. La moitié étaient des hommes et 30% s'identifiaient comme des minorités visibles. Malheureusement, dans ce sondage, on ne faisait pas plus de ventilation pour comprendre les expériences de groupes de populations racialisées dans les écoles canadiennes. Toutefois, nous savons qu'au moins, il y a des différences d'expérience entre les adolescents blancs et racialisés au Canada. Alors, selon ce sondage, on a vu que plus d'un quart des filles ont eu des contacts sexuels non désirés à l'école et 3 filles sur 20 ont été agressées sexuellement par un autre élève. Un élève sur 4 a été victime d'une agression sexuelle ou de harcèlement sexuel avant la 7e année. Alors, regardons l'importance de ces statistiques. Un quart des étudiants, les garçons et filles, ont signalé un harcèlement ou une agression sexuelle avant la 7e année. Et en plus, 50% des élèves du secondaire ne signalent pas la violence dont ils ou elles ont été victimes ou témoins. Il s'agit de tous les types de violences, pas seulement l'agression sexuelle, mais la violence physique, l'intimidation, etc. Mais la moitié des répondants ont dit qu'ils ne l'ont pas signalé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos écoles? Qu'est-ce que ça signifie à propos des écoles canadiennes? C'est pas seulement à Toronto ou en Ontario, à travers le pays. Voici ce qu'il faut demander. Si la moitié des élèves n'ont pas l'impression qu'ils peuvent signaler ce qu'ils vivent dans les écoles, qu'est-ce que ça veut dire à propos des environnements à l'école aujourd'hui au Canada?
En plus de faire ce sondage, la CBC a fait des entrevues auprès des jeunes et dans une des entrevues, on a parlé du fait que les filles ne signalent pas les agressions sexuelles et on voit que c'est parce qu'elles craignent qu'on ne les craigne pas. Et il y a un hyperlien que vous voyez euh, où il y a une vidéo où on voit une jeune femme qui explique pourquoi elle ne signalait pas une violence sexuelle. Et c'est quelque chose euh, et dans ma propre recherche, j'ai vu les mêmes réponses, à savoir pourquoi elle ne signale pas une agression sexuelle. Quand on parle des cultures de violence, il faut penser à l'hétéropatriarcat. C'est l'idée que les sociétés sont structurées de manière à soutenir des relations hétérosexuelles où les hommes sont vus comme plus puissants, plus logiques et qui méritent davantage, et les femmes sont vues comme étant inférieures, plus émotives et par conséquent, elles sont moins capables, elles méritent moins dans la société. Alors, ces systèmes d'hétéropatriarcat, comme nous l'avons vu au cours des 5 dernières années avec le mouvement MeToo et le mouvement Time's Up, c'était des mouvements qui essayaient d'attirer l'attention à la société à la façon que l'hétéropatriarcat fonctionne dans la société et comment il fait la promotion de la violence sexuelle, surtout envers les jeunes femmes en particulier. Les cultures de violence sexuelle dans les écoles sont maintenues non seulement par les actes commis, mais aussi par une absence de conséquences. Dans le sondage de la CBC, on voit que souvent, puisque les étudiants ne signalaient rien, ne signalaient pas la violence, cela voulait dire qu'il n'y avait pas de conséquences. Et il y a aussi un manque de canaux explicites pour le signalement. Les gens ne savent pas vers qui ils doivent se tourner à l'école afin de signaler un incident. Et cela va au-delà même de l'idée de se sentir en sécurité pour signaler la violence. C'est ça la source du problème. Il ne s'agit pas que les étudiants ne savent pas à qui ils doivent signaler, mais est-ce qu'ils se sentent en sécurité pour signaler cette violence? Et c'est une question qu'on voit à travers le monde. C'est l'idée qu'on ne croit pas les victimes de violence. Et je vais en parler davantage. C'est l'idée, en fait, de blâmer la victime. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que lui a fait pour se faire agresser? Pourquoi il ne l'a pas signalé plus tôt? Qu'est-ce qu'il buvait? Qu'est-ce qu'elle buvait? Est-ce que c'était lors d'une fête? Et puisque il y a un discours culturel selon lequel les victimes de la violence doivent être blâmées pour cette violence, cela a comme résultat de faire taire les autres. Le sondage de la CBC a dit qu'il y a beaucoup de silence lorsqu'on traite ces cas. Les écoles où on essaie de traiter la violence qui a eu lieu n'informent pas nécessairement les parents. C'est mis en dessous du tapis et on ne parle pas de pourquoi ça s'est passé. Et souvent, on ne met pas les familles au courant. Et ça peut faire la promotion de la culture de la violence parce que ça donne l'impression aux étudiants que c'était pas vraiment un événement sérieux. Si on n'informe pas les parents, ça veut dire probablement qu'ils en ont fait tout un plat et que ça ne, ça ne valait pas la peine. Et ce qui est le plus important, c'est que dans les écoles, il n'y a pas de discussion honnête à propos de la sexualité et du sexe en général. La Commission scolaire de Toronto a une politique sur la violence fondée sur le genre et la violence sexuelle après l'événement, après l'incident. Donc, l'idée, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait de la violence avant de s'y adresser, mais quand on parle des cultures de violence, des relations entre les garçons et les filles, qu'est-ce qui est un comportement acceptable, un discours acceptable dans les écoles? Eh bien, on ne se penche pas là-dessus dans les écoles en Ontario en général. Alors, quand on pense à
la violence sexuelle et la sexualité dans les écoles. J'attire votre attention à une étude de recherche faite à la fin des années 90 et qui porte sur le concept de dire non, tout simplement. Comment est-ce que les gens disent non? Quand on dit non, veut dire non ou dites non simplement, on pense par exemple à la violence, aux campagnes de violence contre la violence sexuelle où on explique aux filles comment repousser des avances sexuelles. Les filles doivent faire preuve de fermeté et dire non, ça ne m'intéresse pas, je dis non. Mais le mouvement MeToo a révélé qu'il y a beaucoup plus que de dire non et de refuser une avance sexuelle non désirée ou et de toute façon, quelqu'un qui a l'intention de vous agresser ne vous écoute même pas. Mais j'attire cette recherche, à votre attention parce que ça explique comment les gens disent non dans la société en général. Ce qu'on a trouvé dans cette recherche, c'est que les gens ne disent pas vraiment non. Et ils disent rarement un non ferme. Si quelqu'un vous demande d'aller manger à midi, peut-être un collègue, un ami, hey, as-tu envie d'aller manger ensemble? Typiquement, on ne dit pas non. On dit ah, je ne sais pas, ou bien j'ai autre chose à faire. Ah, est-ce que je peux te revenir là-dessus? Normalement, on ne dit pas tout simplement non, je ne veux pas. Ces chercheurs ont constaté que c'était une attente déraisonnable face à une femme de lui demander de dire dites non ou non veut dire non dans une situation sexuelle, quand en général, dans la vie de tous les jours, les gens ne disent pas non non plus. Alors, heu, une autre, constatation importante, c'est que non seulement les gens ne disent pas directement non, mais souvent les gens croient que ce non, c'est un refus. Si vous, ce n'est pas un refus. Si vous dites, si quelqu'un bon, si quelqu'un vous demande: «Est-ce que vous voulez aller manger?» et vous répondez: «Non, il faut que j'aille chercher mes enfants», la personne comprend qu'il s'agit d'un non. Les gens interprètent les refus comme étant un refus sans vraiment entendre le mot «non». Les chercheurs sont arrivés à la conclusion, comme vous voyez, que notre analyse dans cet article appuie la croyance selon laquelle la racine du problème n'est pas que les hommes ne comprennent pas les refus sexuels, mais qu'ils ne les aiment pas. J'attire votre attention là-dessus. Quand vous pensez, à l'idée de culture de violence, en pensant au fait que les gens en général ont tendance à comprendre un refus, même si le mot «non» n'est pas, heu, prononcé. Mais on demande à une femme de dire «non» tout simplement dans une situation sexuelle et dans les rencontres hétérosexuelles, surtout. Mais on comprend que quelqu'un qui, la recherche démontre justement qu'on n'a pas normalement besoin de dire non, tout simplement. Alors, mais dans une situation sexuelle, on n'écoute pas le non et maintenant, et on refuse aux femmes la possibilité de faire la démarcation entre son espace personnel, son corps et ce qui se passe autour d'elle. Et je voudrais insister là-dessus quand on parle des filles noires dans les écoles et la promotion de la culture de la violence dans les écoles. Alors, si passons maintenant au système intersectionnel de pouvoir. On a parlé du hétéropatriarcat et les systèmes et les cultures de violence liées à la violence sexuelle. Alors, si on pense aux filles noires, il faut penser aussi au colonialisme et le racisme anti-noir. Si on pense à l'histoire du Canada et la promotion de l'antiracisme noir, la définition que j'utilise ici, c'est
les préjugés, des attitudes, des croyances, des stéréotypes et de la discrimination qui visent les personnes d'ascendance africaine et qui sont enracinées dans leur histoire et leur expérience unique de l'esclavage. Le racisme envers les Noirs au Canada est souvent subtil et n'est généralement pas accompagné d'insultes raciales manifestes ou de lois explicitement prohibitives. Cependant, il est profondément enraciné dans les institutions, les politiques et les pratiques canadiennes, de sorte que le racisme envers les personnes noires est soit normalisé sur le plan fonctionnel, soit rendu invisible pour la société blanche dans son ensemble. Il peut se manifester comme manque de possibilités, statut économique inférieur, taux de chômage plus élevé, taux de pauvreté significatif et surreprésentation dans le système de justice pénale. Souvent, quand on pense au racisme anti-noir, on pense aux États-Unis. Moi, je vis aux États-Unis maintenant. Je vois les discussions sur les inégalités vécues par les Afro-Américains. Même quand on pense à la pandémie de la COVID-19. Au début de la pandémie, les gens qui mouraient le plus souvent du virus, c'était des Afro-Américains et des populations latinx. Et c'était dû à plusieurs raisons. Premièrement, ces personnes travaillaient sur la première ligne et devaient sortir pour travailler et travailler auprès du public quand nous, on travaillait à la maison. Et deuxièmement, il y a le système de santé aux États-Unis. Si vous n'avez pas accès à un bon emploi, par exemple, vous n'avez pas accès à des soins de santé de qualité et il faut payer des déductibles élevés. Et en plus de cela, il faut penser aux déterminants sociaux de la santé, la pauvreté, l'impact du racisme systémique sur la physiologie de la personne, être dans un état de stress constamment. Cela a un impact sur la santé physique en général. Donc, on est plus susceptible à des maladies comme le cancer, le diabète, l'hypertension, etc. Alors, la COVID-19, les gens qui vivaient dans et qui avaient ces troubles étaient plus susceptibles d'attraper et de mourir de la COVID-19. Au Canada, on a les soins de santé universels, on a une population noire qui est moins élevée, donc probablement les statistiques ne démontraient pas qu'il y avait un nombre important d'Afro-Canadiens qui mouraient de la pandémie, mais c'était disproportionné par rapport au mais on voyait que les Afro-Canadiens mouraient de façon disproportionnée, mais c'était surtout les gens de statut, de statut sociodémographique plus faible. Mais on voit qu'au Canada, les gens qui sont plus pauvres souffrent plus de diabète, de cancer, etc. Alors, il faut penser, lorsqu'on regarde le Canada, il faut penser à l'antiracisme, au racisme noir. Il n'y a peut-être pas autant d'insultes raciales, mais le racisme au Canada est insidieux. Je vous donne un exemple. C'est une histoire que je raconte souvent. On m'a dit quand j'étais au secondaire que j'allais pas rentrer dans le programme universitaire de mon choix par mon conseiller pédagogique à l'école. Ça, on, on a on m'a dit que c'était à cause de ce qui m'était arrivé, la note que j'avais reçue dans un cours. Et je ne savais pas à l'époque que c'était seulement les étudiants noirs qui vivaient cela, mais les étudiants noirs étaient ciblés. On leur disait qu'ils ne méritaient pas de poursuivre leur éducation postsecondaire. C'est ça, une manifestation du racisme canadien. Il y a des discours qui existent et qui disent aux gens
aux Canadiens que les Noirs méritent moins et on est ensuite traité comme cela et les taux de pauvreté sont donc plus élevés, notre statut socio-économique est plus bas et on se trouve plus souvent incarcérés. Si on pense à l'histoire de la façon qu'on a traité les Afro-Canadiens et comment l'antiracisme se manifeste, il faut penser d'abord à l'asservissement des personnes d'ascendance africaine au Canada. Ces discussions se font plus souvent qu'ils ne se faisaient qu'il y a 5 ou 10 ans, mais souvent les gens sont surpris au Canada et à l'extérieur au Canada, sont surpris d'apprendre qu'il y avait de l'esclavage des Noirs au Canada. Alors, même si ce n'était pas quelque chose qui était très répandu, que ce soit aux États-Unis ou dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud, eh bien, c'est quelque chose qui existait en relation avec ce qui se passait. Ça avait été amené au Canada pour de la main-d'œuvre gratuite. Les enfants étaient transformés en esclaves aussi et on faisait la surveillance des gens d'ascendance africaine. Alors, les gens d'ascendance africaine n'avaient pas le droit d'utiliser certains tons. Ils devaient avoir certains moments où ils se faisaient traiter de façon inhumaine, etc. De plus, les gens d'ascendance africaine ont été confrontés à d'autres éléments. Par exemple, nous parlons du Canada comme étant l'étoile du Nord. On parle de la voie ferrée souterraine. C'est ici où les gens des États-Unis se sont enfuis afin de fuir l'esclavage. Ils sont venus au Canada. Et lorsque la guerre de la Révolution se passait dans les années 1700 pour l'indépendance de la Grande-Bretagne, les Noirs se sont inscrits comme soldats et ont combattu aux côtés de la Grande-Bretagne. Ils devaient recevoir la liberté et des terres au Canada. Et c'est là, généralement, où l'histoire se termine. Mais la recherche et les dossiers historiques démontrent que ces soldats ont reçu soit aucune terre ou bien ils ont reçu des terres stériles, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas vivre à partir de l'agriculture une fois qu'ils s'étaient établis au Canada. Ils ont aussi fait face au racisme et à la ségrégation lorsqu'ils sont arrivés ici, ainsi qu'à l'asservissement. Ils étaient presque transformés en esclaves. Ils ont connu la famine en arrivant au Canada. Certaines personnes sont retournées aux États-Unis, même si elles avaient gagné la liberté grâce à la guerre. Nous parlons aussi d'un autre élément significatif au Canada dans l'histoire, et c'est l'Afriqueville en Nouvelle-Écosse qui s'est fait raser. Pardon, c'est dans les années 1960. La communauté a été détruite et les gens ont été déplacés parce que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse voulait construire une grande route. Alors, on n'a pas consulté la communauté, on a déplacé les gens, on a détruit les mondes parce qu'on avait cette idée que la communauté, essentiellement, était inutile. Alors, cette communauté avait été négligée pendant des années. Il y avait un manque d'eau potable et d'infrastructures. Et lorsque le gouvernement trouvait que c'était un bon moment, il a décidé de détruire la communauté afin de construire des infrastructures plus élargies pour la communauté de la Nouvelle-Écosse. Voilà quelques exemples historiques qui démontrent le genre de racisme qu'on a vu au Canada et aux États-Unis. Plus récemment, il y a eu des restrictions d'immigration de gens provenant de l'Afrique et des Caraïbes. On a vu cela au début et au milieu des années 1900, jusqu'à ce qu'on passe, jusqu'à ce que la loi sur le multiculturalisme soit adoptée. La majorité des gens noirs et de l'Afrique et des Caraïbes n'avaient pas le droit d'immigrer au Canada, à moins qu'il s'agisse de catégories d'emploi spécifiques. Par exemple, les femmes qui étaient des ouvrières domestiques pouvaient venir au Canada
afin de travailler dans les domiciles de Canadiens blancs. Mais elles n'avaient pas le droit d'y amener leur famille et elles ne pouvaient pas détenir leur emploi si on trouvait qu'elles avaient amené avec elles leurs enfants ou leurs conjoints. Alors, ce sont des politiques implicites et explicites au Canada afin de garder le Canada blanc. Alors, l'immigration temporaire à des fins de travail, ça passait, mais pour les gens qui immigraient d'un pays comme l'Afrique ou de pays de l'Afrique ou des Caraïbes, c'était inacceptable. Et même après l'adoption de la loi sur le multiculturalisme, lorsqu'on examine le nombre d'immigrants, par exemple, si on se présente aux ambassades, lorsqu'on examine les pays du continent de l'Afrique par rapport aux gens qui proviennent de l'Europe, il y a beaucoup plus d'ambassades pour ces pays européens qu'il y en a pour les pays d'Afrique. Alors, même s'il ne s'agit pas de loi explicite, il y a quand même des structures qui imposent des limites au nombre de gens d'ascendance africaine qui peuvent venir dans ce pays. Lorsqu'on parle de la violence et de la culture, on parle de ce qui s'est passé physiquement dans l'histoire canadienne, mais aussi du silence concernant ces récits. Le fait que ce n'est pas quelque chose qui est connu, qui est enseigné dans les écoles. Cela favorise la culture de violence et de racisme contre les personnes noires et d'ascendance africaine. Alors, passons maintenant aux espaces liés à l'éducation. Les élèves racialisés comme étant noirs de diverses origines nationales ont été régulièrement exclus de l'enseignement général au Canada. Alors, dès les années 1850, il y a eu la loi sur les écoles séparées. Cela séparait légalement les écoles. Souvent, on pense à la ségrégation aux États-Unis et on ne parle pas de ce qui s'est passé dans les écoles canadiennes et dans la société canadienne en général. Alors, voilà une ségrégation qui se faisait par la loi et par les coutumes. Alors, il y avait des écoles séparées pour les gens d'ascendance africaine ainsi que pour les personnes autochtones, les élèves asiatiques. Alors, ces populations étaient éduquées séparément et avec très peu de ressources. Maintenant, avançons aux années 1970. On a vu l'introduction des politiques d'éducation multiculturelle. Comme je l'ai mentionné tantôt, il y a eu une immigration croissante de partout autour du monde de personnes qui ne sont pas blanches, y compris des gens d'ascendance africaine. Alors, les écoles au Canada ont commencé à présenter des politiques d'éducation multiculturelle. Cependant, ces politiques n'abordaient pas le racisme. Alors, on pensait à la diversité, à la célébration culturelle, on reconnaissait les contextes et les antécédents des gens ainsi que leur identité, mais on n'abordait pas le racisme systémique qui était déjà intégré dans les écoles. Alors, ce que les chercheurs ont trouvé, comme Carl James, c'est que même lorsqu'il y a même si les conversations sur les lacunes de rendement étaient en cours de se dérouler, on les attribuait à la culture à l'intérieur, à la culture au domicile des étudiants. Les familles ne plaçaient pas de valeur ou ne valorisaient pas l'éducation, ou les enfants avaient de la difficulté à s'adapter à la société canadienne par rapport à ce qui se passait dans leur propre pays. Ou encore plus précisément, les enfants n'avaient pas la capacité académique ou scolaire de pouvoir réussir. Alors, il y avait différents programmes dans les années 80 qui ont été introduits, y compris des programmes sur les relations interraciales, mais les résultats inéquitables étaient blâmés sur l'expérience et le contexte des étudiants noirs plutôt que sur le système éducatif exclusionnaire. Alors, ces statistiques à l'écran sont malheureusement les plus récentes auxquelles j'ai eu accès, mais on peut voir des tendances qui se poursuivent. Et on voit des lacunes de possibilités pour les étudiants noirs. Au cours des dernières années, voici les 3 volets d'éducation. On a éliminé fondements appliqués théoriques, mais voilà ce que j'étudiais quand je fréquentais l'école secondaire.
Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passait dans ces salles de classe et ce qui se passe dans ces salles de classe maintenant que les élèves sont éduqués ensemble. La raison pour laquelle le Conseil scolaire de Toronto et le ministère de l'Éducation de l'Ontario ont décidé d'enlever les volets fondements appliqués et théoriques en 9e année, c'est parce que les statistiques démontraient que les personnes noires participaient davantage au volet fondements et appliqués. Alors, le volet noir que l'on voit sur la barre noire que l'on voit sur le graphique montre le nombre d'élèves noirs qui y sont inscrits. Alors, on peut voir que c'est 99 dans les fondements pour les élèves noirs par rapport à 39 pour appliqué et 53 pour théorique. On voit une sous-représentation sur le volet théorique. Alors, encore une fois, il s'agit de quelque chose qui témoigne de décennies de racisme contre les Noirs dans les écoles du Conseil scolaire de Toronto. À l'époque, c'était le seul conseil scolaire qui recueillait des données sur les différences. Ensuite, voici quelque chose qui se passe encore par rapport aux statistiques actuelles. Alors, les étudiants noirs représentaient 49 des expulsions entre 2011 et 2016. Alors, près de la moitié des étudiants qui ont été expulsés du Conseil scolaire de Toronto représentaient 49. Les Blancs représentent environ les Noirs représentent environ 10 de la population des élèves, mais 49 des expulsions. Alors, on peut voir que ces statistiques sont inacceptables. Et ensuite, lorsqu'on parle de suspension, on voit que les élèves blancs et autres élèves racialisés étaient moins susceptibles de faire face à des suspensions par rapport aux élèves noirs où il y avait presque la moitié. Alors, j'ai parlé de la violence fondée sur le genre et de la violence dans les écoles, et j'ai parlé de l'intersectionnalité et du racisme envers les Noirs. Nous allons maintenant parler de l'intersectionnalité, de la façon dont cela a un impact sur les expériences des filles noires. Kimberly Crenshaw a trouvé le terme intersectionnalité. Il y a beaucoup de bonnes ressources en ligne où elle décrit ce que ça signifie, mais souvent, lorsqu'on pense à ce terme au quotidien, on pense à nos identités qui se croisent. Par exemple, moi, je dirais, j'ai une identité qui se croise comme femme noire immigrante. Alors, je pense à mon identité raciale, de genre et d'immigrante. Cependant, ce que je veux vraiment souligner, c'est que lorsqu'on pense à l'intersectionnalité, on pense à des systèmes d'oppression et de pouvoir. Alors, une définition d'intersectionnalité que j'aime utiliser est la suivante. Comment les systèmes d'oppression ont tendance à se croiser et à influencer des individus et des groupes particuliers. Cela mène à une expérience unique de privilège ou de marginalisation qui ne peut être comprise en examinant les systèmes d'oppression individuellement ou en parallèle. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle pas d'identité, mais de systèmes dans lesquels nous vivons et travaillons. Alors, lorsqu'on parle d'oppression, il s'agit de savoir comment l'oppression raciale a un impact sur moi parce que je suis une femme noire. Comment est-ce que la xénophobie m'impacte comme femme immigrante? Et comment est-ce que le sexisme m'affecte parce que je suis femme? Je suis femme cisgenre. L'intersectionnalité permet de montrer qu'on ne peut pas penser à ces expériences de façon séparée. Alors, on ne dit pas je pense au racisme d'une part et ensuite au statut d'immigrant d'une autre part. On examine comment ces impacts sont intercroisés et comment on ne peut pas les séparer. Alors, comment ils se combinent et comment ils touchent les expériences des gens. Alors, les universitaires noirs ont examiné les discours et les images ainsi que les récits des femmes noires en lien avec l'intersectionnalité d'être femme noire. Elle parle des images des femmes noires qui se forment dans des systèmes suprémacistes blancs où la blanchité est définie comme étant normale et bonne et le fait d'être noir est défini comme son antithèse.
Et cela permet de maintenir des systèmes de pression. Alors, moi, je vais parler de l'image de Jézabel et l'image de la femme noire forte. Et je vais maintenant passer à l'expérience. Et ensuite, je vais passer à l'expérience des filles noires. Alors, l'image de la Jézabel noire. Vous savez, on a parlé de la façon dont cette image a été présentée. Sous le colonialisme, la proximité des Africains de l'Ouest avec des animaux sauvages, surtout les singes, a soulevé dans les imaginations occidentales le spectre de pratiques sexuelles sauvages dans une nature sauvage non civilisée et intrinsèquement violente. Aux yeux des colonisateurs, le stigmate de la noirceur biologique et l'apparente primitivité des cultures africaines marquaient les frontières d'une anomalie extrême. Alors, pour résumer, essentiellement, lorsque les Européens se sont rendus en Afrique et qu'ils ont vu les populations africaines et le fait et la façon dont les populations vivaient, qu'elles étaient proches de la faune, on les a comparés à des singes, on voyait qu'ils étaient habillés différemment des Européens. Et la même chose s'est passée ici pour les Autochtones sur l'île de la Tortue. Alors, il y a cette idée que parce que ces gens semblent être plus près de la nature et doivent être plus hypersexuels. Et cela a contribué à des images de la femme noire qui est hypersexuelle, qui est déviant, qui fait preuve de déviance, qui produit toujours des enfants. Et cette image se perpétue même aujourd'hui. Alors, un exemple, c'est la façon dont cette femme, Sarah Bartman, a été traitée dans les années 1800. Elle a été, enlevée à sa famille et on l'a montrée, partout en Europe comme exemple de femme noire hypersexuelle en raison de son profil de femme noire qui différait de celui d'une femme européenne. On l'a vue comme une femme qui était hypersexualisée. Alors, en montrant les corps des femmes de cette façon, cela a enlevé la capacité d'agir de la femme noire. Alors, même lorsqu'elle est morte, alors les parties de son corps ont été examinées par des Européens, des chercheurs, et c'est quelque chose qui a été fait non seulement pour Sarah Bartman, mais pour beaucoup de la population qui était esclave. Alors, la capacité d'agir des femmes noires a été éliminée et on trouvait qu'il s'agissait d'un indicateur d'hypersexualité et c'est la raison pour laquelle on leur a retiré leur capacité d'agir. Lorsqu'on parle de la Jézabel noire au Canada historique, eh bien, un bon exemple qui a été signalé par Robin Maynard dans son livre Policing Black Lives est celui-ci. Elle a parlé du premier ministre John A. Macdonald qui a justifié la peine de mort pour viol en se fondant sur la croyance que les hommes noirs violent les femmes blanches beaucoup plus souvent. C'est le genre d'agression sexuelle qui arrive le plus souvent. Alors, lorsqu'on a examiné les dossiers judiciaires de l'époque, on a trouvé que c'était faux. Il n'y avait pas d'incidence disproportionnée de femmes blanches qui étaient violées par des hommes noirs. Cependant, ce qu'on a trouvé dans les recherches, c'est que les femmes noires étaient violées de façon disproportionnée par les hommes blancs. Et cela se justifiait dans le fait que la femme noire était vue comme étant non impossible à violer en raison de ces images d'hypersexualité et de dépravation naturelle. Et on disait que la femme noire voulait toujours de l'attention. Alors, je vais sauter ce deuxième exemple parce que je vais manquer de temps. Alors, l'autre image d'une femme noire, c'est celle d'une femme noire forte. Je sais que la plupart des gens qui sont ici connaissent cette image de façon consciente ou inconsciente. L'idée que les femmes noires sont toujours en train de faire quelque chose, elles sont infatigables, elles sont très résilientes, elles proviennent de conditions d'esclavage. Elles ont pris soin des familles blanches pendant l'esclavage au détriment de leur propre famille. Il y a eu des expériences gynécologiques qui ont été performées sur elles. Et comme j'ai mentionné,
elles arrivaient au Canada en tant que travailleuses domestiques sans pouvoir y amener leurs enfants et leurs conjoints. Alors, on présume que les femmes n'ont pas si les femmes noires n'ont pas d'émotion et qu'elles vont travailler et qu'elles sont résistantes. Alors, ça signifie quoi pour pour les filles noires? On a parlé des images qui contrôlent le récit et la façon dont les universitaires noirs ont indiqué la façon dont ça a un impact sur l'expérience des filles noires, des femmes noires, ainsi que sur l'expérience des filles noires. Mais ce sont des enfants, ces filles noires, des enfants qui apprennent comment s'orienter dans le monde. Et dans la société du nord de l'Amérique du Nord, les enfants sont censés être protégés. Malheureusement, en raison de ces images qui contrôlent le récit, les filles noires ne sont pas protégées en fonction de leur race et de leur genre, mais aussi en fonction de leur statut d'enfant. Alors, une chercheuse, Smith, a trouvé le terme adultification. C'est là où on perçoit les filles noires comme étant plus matures et plus expérimentées dans les activités adultes, sexuelles et en général que les filles non noires du même âge. Alors, elles semblent être plus matures physiquement, plus expérimentées et, par conséquent, moins susceptibles d'être vues comme victimes et comme étant vulnérables. Alors, lorsqu'on pense à la recherche sur les filles noires et à la violence dans les écoles, malheureusement, aux États-Unis et au Canada, il y a très peu de recherches qui a été menée et qui permet de démontrer les expériences. La recherche qui existe a montré qu'aux États-Unis, les filles et garçons afro-américains ont signalé plus d'incidents d'agression sexuelle physique. Ils étaient plus susceptibles de déclarer que l'agresseur était plus âgé et un partenaire amoureux actuel. Et les élèves appartenant à une minorité ethnique ou raciale étaient plus susceptibles de se retirer d'activités en raison de harcèlement sexuel. Alors, il y avait un impact plus considérable en raison de harcèlement sexuel. Comme je l'ai mentionné, au Canada, la recherche à grande échelle, ventilée par race et sexe, est actuellement indisponible. Alors, je veux passer quelques minutes, les quelques minutes qu'il me restent, à passer de mon propre travail en ce qui a trait aux filles noires et à la violence dans les écoles, la violence sexuelle. Voici un document que j'ai publié en 2021. Le titre, Elle est très connue à l'école. Et ceci provient d'un récit d'une des filles que j'ai interviewées. C'était une étude ethnographique. J'ai passé un semestre à l'école. Je visitais des salles de classe. J'ai parlé aux enseignants et aux enseignantes. J'ai interviewé 12 élèves noirs, 2 fois. Pardon, 9 de ces élèves, je les ai interviewés 2 fois. Alors, je leur ai demandé de prendre des photos de leur journée au quotidien et de revenir en parler avec moi lors de la deuxième entrevue. De cette façon, les élèves pouvaient quitter l'entrevue et y revenir plutôt que d'être obligés à participer à tout ce que je voulais. Alors, un élève noir a été retiré de l'école en fonction d'un transfert lié aux écoles sécuritaires. À l'époque, on s'éloignait d'un langage de suspension et d'expulsion. On retirait l'élève en vertu d'un transfert lié aux écoles sécuritaires. Alors, comme je n'ai pu parler à ce garçon, j'ai parlé à ses amis, j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Enfin, j'ai pu comprendre qu'il avait été accusé d'agression sexuelle. C'est la raison pour laquelle on l'avait retiré de l'école. Alors, au début, ce n'était pas ma place de décider si les allégations étaient vraies ou fausses, mais j'ai parlé à beaucoup de ses amis. Beaucoup d'entre elles étaient des filles, de leurs impressions par rapport à l'incident. Alors, en parlant aux élèves, aux filles surtout, ce que j'ai trouvé, c'est que ces filles étaient en train de essayaient de s'orienter dans les deux discours sur les dommages et les déficits du fait d'être noires. Alors, toutes les choses que j'ai mentionnées jusqu'à présent, ainsi que les discours sexuels. Alors, ces filles, lorsqu'elles me parlaient, mettaient l'accent sur les responsabilités individuelles, les choix, la capacité d'agir. Elles pensaient à leurs propres responsabilités
dans le fait qu'il faut se protéger contre les agressions sexuelles et que c'est la responsabilité des autres filles racialisées, noires, blanches, de se protéger contre les agressions. Et ce que j'ai bien compris dans les conversations avec ces filles, c'est qu'elles évitaient le fait d'être placées ou considérées comme étant des victimes. Elles évitaient qu'on les voie comme victimes. Alors, je vais montrer quelques exemples de ce que m'ont dit ces filles. Alors, premièrement, il y a Malia. Malia, elle a beaucoup parlé de la façon dont elle essaie de s'orienter dans les discussions avec les garçons à l'école. Elle a dit que les garçons appellent toujours les filles des putes ou des putains à l'école. Alors, elle a dit, s'il parlait à Patrice, il disait ferme-la, pute. Et Patrice disait, eh bien, ne me parle pas comme ça. Mais il n'arrêtait pas. Alors, il me disait, tais-toi, pute. Et moi, je disais, finis ta phrase. Et il disait, ah non, non, je joue avec toi, Malia. Alors ici, Malia démontrait que dans ses conversations quotidiennes qu'elle a avec des garçons à l'école, les garçons utilisent régulièrement des termes genrés et sexualisés envers les filles. Et elle a parlé de son amie qui n'arrive pas à se défendre de ses paroles, mais qu'elle le fait, qu'elle a suffisamment de respect pour pouvoir le faire. Alors, ce que j'ai vu ici, c'était Malia qui se positionnait comme une femme noire forte, une fille noire forte. Alors, lorsqu'elle a parlé de l'incident que je viens d'expliquer, elle a parlé de la victime comme étant une pute. Elle a accusé cette jeune fille de faire une accusation qui était fausse contre son amie et qui a donné lieu à son expulsion. C'était un élève. Et cette fille l'a accusée parce que, eh bien, son petit ami ne l'aimait pas et ce qu'elle a dit qui est arrivé ne s'est pas passé. Alors, elle a dit qu'il s'agissait d'accusations fausses contre d'autres garçons, des accusations d'agression. Alors, même chose pour Simone. Simone a indiqué que la jeune fille qui avait accusé ce garçon d'agression, eh bien, c'était faux. Elle a dit, eh bien, cette fille l'amène devant le tribunal à cause de quelque chose qu'elle a fait avec lui et maintenant elle l'accuse. Oui, alors moi, je trouve que le tribunal, évidemment, va l'accuser parce que c'est quelque chose de racial, parce qu'il est noir. Et elle, peu importe ce qu'elle est. Et moi, j'ai demandé, elle est quoi? Et Simone a répondu, elle est un peu moins foncée. Alors, elle est plus de leur côté, plus proche de blanche. Et lui, il est noir. Alors, ce sera une question de race. Et l'école, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Alors, la fille qui portait l'accusation était plus pâle, mais comme Simone ne la trouvait pas explicitement noire, elle a présumé que la fille mentait, que c'était quelque chose de racial et que ce garçon noir était accusé à tort et que l'école croirait automatiquement la fille qui portait les accusations parce que le garçon accusé était noir. Alors voilà la version de Simone. Et enfin, il y a Chantel. Chantel avait été victime de harcèlement en ligne, alors on l'avait accusée de participer à des activités sexuelles illicites. Sa mère avait dû intervenir afin de mettre fin aux rumeurs qui circulaient. À un moment donné, elle a dû retirer un de ses profils sur les médias sociaux en raison de ce qui se passait. Alors, elle a indiqué que cet indiquant, à son avis, s'était déroulé, que son ami était coupable, mais elle a dit qu'elle aurait dû dire quelque chose auparavant. Alors, elle a dit c'était lui et son ami qui ont fait quelque chose de mauvais, mais ça n'avait aucun sens d'en parler parce que ça s'était passé, ça faisait tellement longtemps. Alors, Chantel indiquait que si on attend pour parler de l'agression, ça réduit la crédibilité. Alors, elle m'a dit, elle connaissait beaucoup de gens à l'école, elle est très connue à l'école et c'est le titre de mon document. Alors, elle a dit qu'en général, elle est populaire, mais qu'on la connaît aussi pour d'autres types d'activités. Alors, populaire, mais pas nécessairement de façon positive. Alors, ce que j'ai conclu de mes conversations avec ces filles et en termes du contexte plus large de racisme contre les Noirs et de harcèlement subi par ces filles,
Eh bien, en fonction de mes observations à l'école, il y a clairement une culture de langage misogène et d'interaction misogyne qui se passe à l'école. Et le conseil n'agit pas. Il y a des politiques sur la violence genrée qui abordent la violence après qu'elle s'est produite. Mais ce qui se passe au préalable, ce n'est pas abordé. Alors, la jeune femme, la jeune fille sur laquelle a porté ma recherche, eh bien, l'incident a été rationalisé. On pense que les filles ont tendance à accuser les garçons à tort. Et plus important, c'est qu'il y a des identités qui se croisent. Les filles avaient tendance à défendre leurs collègues noirs en raison du discours racialisé et de l'impact qu'il a sur les garçons noirs. Ceux-ci sont exclus de l'éducation et les filles ont interprété l'accusation contre ce garçon comme étant une autre façon de l'exclure de l'école. Alors, je veux vraiment ici mettre l'accent sur le fardeau psychologique qui est placé sur les filles noires. Elles doivent essayer de déterminer comment se protéger contre les agressions tout en protégeant leur père masculin noir lorsqu'ils sont faussement accusés, même si les accusations en fait sont fausses ou sont fondées. Alors, c'est un équilibre délicat que que ces filles doivent essayer de trouver. Et en ce faisant, essentiellement, elle se protégeait en disant: «Eh bien, moi, je ne suis pas capable d'être victime, je peux me défendre, les autres filles peuvent se défendre aussi, elles doivent se défendre, sinon, on accuse faussement les garçons d'agression». Alors, j'espère que c'est clair parce que ça vous attire ça attire votre attention sur la culture plus large que les jeunes filles noires doivent naviguer étant donné les discours, racialisés, et genrées qu'elles doivent, auxquelles elles sont exposées. Alors, comment aller de l'avant, sachant tout cela? Voici mes recommandations. Tout d'abord, que les éducateurs et les éducatrices, ainsi que les fournisseurs de services, doivent comprendre comment la suprématie blanche et le racisme envers les personnes noires façonnent leur perspective et comment elles interagissent avec les élèves noirs. Et ça, on le demande depuis la première arrivée des personnes noires au Canada. Mais souvent, on pense à la violence sexuelle et à la violence raciale comme étant 2 choses différentes. Mais ce que je voudrais, vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut insister sur l'intersectionnalité de ces 2 problèmes. Alors, ces filles doivent naviguer les discours racialisés et genrés et elles lutter pour se protéger et comment justifier un incident d'agression. Alors, les éducateurs et éducatrices reçoivent une formation et cherchent des ressources pour comprendre l'histoire du racisme au Canada, l'histoire de la violence sexuelle au Canada et dans les écoles et ils seront mieux équipés pour protéger ces filles. Il faut donc intégrer la pédagogie adaptée à la culture des programmes scolaires et ça veut dire connaître véritablement vos étudiants et étudiantes. Il faut rien prendre pour acquis à propos de la culture, noire et canadienne parce que cette culture est diversifiée, très complexe et fondée dans l'histoire. Ce n'est pas la culture américaine, c'est une culture canadienne. Donc les éducateurs doivent comprendre, et doivent et il faut donc étudier vos étudiants et comprendre d'où ils viennent. Et il faut embaucher des éducateurs et éducatrices noirs. Heu, S'il y a plus d'éducateurs et éducatrices noirs, c'est mieux. La population est surtout blanche et de sexe, féminin. En engageant, des noirs, surtout des hommes, cela permet de mieux soutenir les étudiants de couleur, surtout les étudiants et étudiantes noires. Il faut inclure des discussions claires, organisées et détaillées sur l'histoire et la culture des Noirs dans les programmes scolaires. Alors ma première recommandation portait, sur les éducateurs et éducatrices qui doivent, se former eux-mêmes et elles-mêmes. Mais ensuite, il faut intégrer l'histoire des Noirs à tous les niveaux scolaires. Je sais qu'il y a des cours sur l'histoire des Noirs
qui existent à la commission scolaire de Toronto surtout, et il faut que ces cours soient disponibles à tous les niveaux, en commençant à la maternelle et partout au pays, et pas seulement dans les régions où il y a des populations importantes de Canadiens et Canadiennes noirs, mais dans toutes les provinces canadiennes et dans toutes les commissions scolaires. En ce qui concerne la planification des programmes scolaires, il faut inclure les élèves dans les programmes d'études et les activités de planification de la culture scolaire. C'est ce qui revient à mes recommandations. Il faut que ce soit fondé sur les forces. Les étudiants sont les experts de leur propre vie. Ils comprennent les problèmes qui existent sur le plan culturel, les défis à l'école. Ce sont eux et elles qui savent le mieux ce qui se passe. Donc, il faut écouter les étudiants et étudiantes eux-mêmes et elles-mêmes afin de voir comment on peut mieux les soutenir dans les écoles. En ce qui concerne les recommandations interpersonnelles pour les enseignants et les travailleurs sur la première ligne, il faut établir des relations authentiques avec les filles noires. Il ne faut pas prendre pour acquis quoi que ce soit. Il ne faut pas prendre des hypothèses. Quand je faisais mon doctorat, il y avait une membre du personnel qui pensait qu'elle connaissait très bien les filles noires à l'école. Mais quand je leur ai posé des questions à ces filles, il y en a plusieurs qui ont dit qu'elles lui faisaient pas confiance parce qu'elles avaient l'impression qu'elles n'étaient pas authentiques. Alors, surtout les éducateurs, éducatrices et fournisseurs de services blancs, vous devez examiner vos préjugés implicites, votre privilège d'être blanc avant d'établir des relations avec des filles noires. Parce que les filles noires, toutes les filles, tous les adolescents sont très sensibles aux adultes et à l'attitude des adultes. Et ils sont capables de voir si vous êtes authentique ou non. Pour créer ces relations, il faut créer des occasions pour que les élèves viennent vous voir. Parmi les professeurs qui avaient les meilleures relations avec les étudiants et étudiantes, c'était les professeurs qui étaient là à l'heure du midi ou qui dirigeaient des équipes de sport. Ils voyaient les étudiants et étudiantes à l'extérieur de la salle de classe et cela leur permettait d'être plus à l'aise et de créer de meilleures relations avec ces jeunes. J'insiste sur ces relations authentiques parce que ça crée des espaces plus sécuritaires. Keisha McPherson parle de ces espaces plus sécuritaires, pas sécuritaires, mais plus sécuritaires. Quand on arrive dans un espace, on dit il s'agit d'un espace sécuritaire. Mais souvent, les gens ne se sentent pas en sécurité parce que vous dites qu'il s'agit d'un espace sécuritaire. Alors, les éducateurs et éducatrices doivent créer des espaces plus sécuritaires, avoir des discussions honnêtes, parler honnêtement de son privilège et ne pas être sur la défensive. Dans ma recherche, j'ai vu que souvent, lorsque les éducateurs parlaient de privilèges blancs, ils disaient que c'était un obstacle pour parler aux étudiants noirs. Ils disent les Noirs, les étudiants noirs se méfient de moi parce que je suis blanc ou blanche. Alors, il faut aller au-delà de vos expériences de fragilité ou de culpabilité et travailler sur une relation authentique, c'est-à-dire vraiment comprendre vos élèves, vos clients et clientes selon l'espace où vous travaillez. Ça, c'est important. Et finalement, et ce qui est le plus important peut-être, c'est normaliser des discussions sur la violence sexuelle dans les écoles. Les jeunes ont ces discussions. Instagram existe, TikTok existe. Les jeunes ont ces discussions déjà. Et quand les conversations sont productives, c'est là où on accuse les jeunes filles de choses qu'elles n'ont pas faites et des choses qu'elles ont faites. C'est là où il y a de la violence sexuelle. C'est là où on fait circuler des images de jeunes filles et garçons qui ne sont pas consensuelles. Et ce sont des images qui sont très nuisibles. Et il faut créer des espaces non punitifs où on peut tenir ces discussions pour normaliser et comprendre que la violence sexuelle a lieu dans les écoles et trouver des façons
ensemble avec les étudiants, de faire face à la violence. Et il faut enseigner aux garçons sur les stéréotypes de masculinité, à la façon de gérer le rejet, mais ne pas traiter la masculinité avec mépris. Dans mon étude, ce que j'ai vu, c'est que les filles défendaient leur père noir, leurs amis noirs, à cause des discussions nuisibles sur la sexualité des hommes noirs. Alors, quand on s'adresse aux filles et aux garçons, il ne faut pas dire que les garçons ont toujours tort et les filles ont toujours raison. Il faut avoir des discussions honnêtes sur les espaces sexuels et ce que ça veut dire d'être ensemble dans un tel espace. Il y a des flirts, il y a des façons de communiquer qui n'exclut pas nécessairement le mot non explicite. Et ça augmente l'excitation sexuelle. Il faut que ces discussions soient explicites pour que les jeunes n'aient pas honte et apprennent des façons plus saines de naviguer ce genre de rencontres. Et finalement, créer des espaces pour que les filles noires puissent diriger. Ça, les filles doivent accepter le leadership. Et il ne s'agit pas de dire à la fille, tu dois faire cela, parce que ça revient au stéréotype de la femme ou la fille noire forte. On voudrait créer des espaces où les filles ont la permission d'être vulnérables, de se sentir protégées aussi. Donc, c'est ma dernière diapo. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu aujourd'hui et je présume qu'il y aura des questions. Alors maintenant, je donne la parole à nos animateurs qui vont gérer la période de questions. Merci beaucoup, Rachel. Nous allons entamer la période de questions et de réponses. On a une question. Est-ce que vous avez remarqué une différence dans le type de racisme vécu au Canada et aux États-Unis? Par exemple, les microagressions, le déni du racisme, oui. Dans ma recherche actuelle, je continue de parler aux professeurs, aux étudiants dans l'école où je fais mes travaux, mon étude, et ce que je constate, c'est que les professeurs blancs aux États-Unis disent qu'ils ne voient pas de couleur, sont daltoniens, entre guillemets. Ils disent, je ne vois pas de couleur, c'est pas une question qui me préoccupe. Mais leurs collègues disent, ils ont tort, ils se content des histoires. Au Canada, les professeurs étaient plus susceptibles de reconnaître leurs privilèges de blanc, de savoir qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus. Toutefois, leurs actions envers les étudiants découlait d'une mauvaise perspective. Il y avait un professeur, par exemple, qui a fait un projet pour deux garçons noirs, pour eux, plutôt que de les aider à faire le projet eux-mêmes. Alors, c'était plus implicite. C'était pas du racisme. C'était pas, il disait pas, il disait, je vais soutenir ces étudiants, mais le soutien qu'il a donné à ces deux jeunes noirs minait leur progrès. Alors, c'est plus insidieux au Canada par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Merci, Madame Luchemort. Et maintenant, Alison. Merci, Rachel. Une autre question. On avait parlé un petit peu dans vos recommandations. Comment est-ce que les femmes non noires peuvent soutenir de façon appropriée les femmes et les filles noires? Bonne question. Tout d'abord, il faut créer des relations, bâtir des relations. Souvent, on parle du complexe du sauveteur blanc qui va arriver et donner tout le soutien nécessaire. Mais comment demander la permission de donner son soutien? Est-ce que vous avez la permission des gens que vous voulez soutenir de pouvoir les soutenir? Euh, et il faut donc avoir des discussions honnêtes et parler de votre privilège, mais pas être sur la défensive. Je sais que c'est très difficile, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Tout comme moi, je
travaille dans un établissement qui est à majorité blanche. Et à chaque fois que j'arrive dans la salle de classe, je dois penser à la perception que mes étudiants ont de moi. Je n'avais pas pensé à cela jusqu'à récemment parce que j'avais la bonne fortune de travailler surtout avec les personnes de couleur. Mais les éducateurs blancs, les fournisseurs de services blancs et blanches, si tout le monde vous ressemble tout le temps, vous n'avez pas à penser à la façon qu'on vous perçoit ou comment vous devez vous présenter. Alors, vivre avec cet inconfort, c'est la première étape. Et ensuite, demander aux gens, est-ce que vous avez besoin de mon soutien et comment est-ce que je peux vous soutenir? Eh bien, ça, c'est la première étape. Merci de cette réponse. Vous avez parlé Vous en avez parlé durant la présentation, mais on a une question à propos de ce transfert en matière d'école sécuritaire. Est-ce que ça veut dire qu'il est transféré à une autre école pour continuer à étudier ou il est enlevé du système? Oui, on peut les transférer dans une autre école, dans une autre région, ou on peut transférer l'étudiant à une école où les étudiants ont tous vécu des suspensions ou des expulsions. Alors, ils ne sont pas automatiquement transférés à une école spéciale. Ça peut être tout simplement une autre école dans le district. Ils sont tout simplement transférés de l'école où ils étaient auparavant. Merci. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de la masculinité et d'une perspective intersectionnelle lorsqu'on travaille avec les garçons? Pouvez-vous répéter la question? Oui. Pouvez-vous approfondir le travail avec les garçons lorsqu'on parle de masculinité et si on peut le présenter d'une perspective d'intersectionnalité? Alors, lorsque je parle à mes élèves et mes étudiants, parce que je le vois dans ma salle de classe, comme le récit du jour, c'est qu'il faut croire toutes les femmes. Je vois les jeunes garçons qui arrêtent, qui se ferment à ce qui les entoure, ou qui repoussent les récits, ou qui deviennent défensifs. En partie parce que dans l'histoire, ici, à ce moment-ci de l'histoire, il y a beaucoup d'extrémisme raciste en ligne qui appuie les idées traditionnelles d'hypermasculinité et qui fait la promotion du fait que le public est en train de vilipender l'idée de masculinité. Alors, on pourrait avoir l'impression que la masculinité est en train d'être vilipendée. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des aspects de la masculinité qui finissent par faire taire ou passer sous silence l'expérience d'une femme. Alors, lorsqu'on parle de l'hétéropatriarchie, on parle d'image de masculinité ainsi que d'image de fémininité plutôt que par rapport au fait d'être un homme ou au fait d'être une femme. Et on enlève le récit qui se rapporte au corps des gens et on essaie de le faire sortir pour voir quel impact ça a sur nous en général. Alors, lorsqu'on parle de l'hyperpatriarchie et qu'on voit que ça touche les hommes et les femmes et qu'il y a des types de comportements masculins qui peuvent convenir à l'idéal masculin et que la plupart des hommes n'y correspondent pas, c'est un bon départ. Lorsqu'on parle d'idées intersectionnelles et qu'on parle de la masculinité noire, l'idée que les hommes sont les plus puissants dans la société, non, ça s'applique seulement aux hommes cisgenres, blancs, hétérosexuels, de classe sociale supérieure. Alors, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne s'intègrent pas à cette catégorie. Lorsqu'on parle en particulier, pense en particulier aux jeunes garçons noirs et de l'impact qu'ils subissent de la part des stéréotypes racialisés et qu'on dit que les hommes noirs sont hypersexuels, c'est quelque chose euh, qui a été présenté partout au cours de l'histoire et qu'on voit l'interaction que ces garçons ont avec les filles, eh bien, voilà, on peut parler aux garçons de la façon dont ils pourraient interagir avec les filles et que cela pourrait être contraire à leurs inclinaisons naturelles. Parce que ce ne sont pas tous les garçons qui essaient de coucher avec plusieurs filles, mais
Et les garçons sont aussi en période de conflit. Ils se demandent est-ce que cette fille va me rejeter et comment est-ce qu'elle va me voir ou me recevoir. Alors, dans ces conversations, les garçons peuvent aussi être vulnérables. C'est important de le reconnaître. Merci, Rachel, pour ces détails et ces réponses. Nous avons une autre question. Je trouve très intéressant qu'il y a très peu de recherches pour appuyer ce volet. Est-ce que c'est un autre exemple de racisme systémique? Est-ce qu'il y a un manque de financement et de fonds? Oui, c'est une bonne question, dit Rachel. Je ne peux pas donner de réponse définitive, mais je peux parler de mon expérience personnelle à l'université. Alors, au Canada, vous savez, il y a l'embauche des Noirs dans les institutions. Et un récit que j'ai entendu plusieurs fois, c'est que les comités d'embauche sont souvent surpris de la qualité des candidats et candidates. Ils ont beaucoup de personnes qualifiées qui sont noires, qui postulent. Alors moi, je dirais que les gens qui s'intéressent à poser ces questions ne sont pas positionnés pour pouvoir poser les questions et faire publier leurs travaux. Alors oui, c'est une question de financement. Je sais que lorsque j'étais à l'école, je n'ai pas eu de bourse pour étudier ce genre de recherche en raison du travail que je faisais. Une fois que c'est publié, c'est sûr que c'est bien reçu, mais lorsque c'est en phase d'élaboration, les gens n'y prêtent pas attention. Alors c'est là mon expérience personnelle. Mais je pense aussi que les gens qui s'intéressent à ces questions et qui veulent faire la recherche n'ont pas les occasions de le faire. Merci. Alors, si vous pouviez commencer par un sujet que l'on doit inculquer aux enseignants et aux élèves sur les faits, les relations saines, la sexualité saine en salle de classe, qu'est-ce que vous recommanderiez? Qu'est-ce qui est un point de départ? Eh bien, je pense que je commencerais par le concept que non, ça veut dire non. Lorsque j'ai lu cette étude et que j'ai compris qu'on ne dit pas non au quotidien, eh bien, je pense que ça m'a vraiment frappé. Le fardeau qui est placé sur les femmes et les filles de dire non, on ne dit pas régulièrement, mais en plus, lorsque c'est une situation très émotionnelle, vous savez, la plupart des agressions se déroulent entre partenaires, entre des gens qui se connaissent, qui sont dans une relation de confiance, supposément. Alors, c'est encore plus difficile pour les gens qui subissent une pression d'avoir des relations sexuelles, de dire non, je ne veux pas le faire. Alors, il faut avoir ces conversations avec les garçons et avec les gens qui sont plus aptes d'initier ces relations sexuelles. Il faut leur demander pourquoi est-ce que vous pensez que vous devriez initier la conversation? Pourquoi est-ce que ça devrait donner lieu à des relations sexuelles? Et ensuite, aux personnes qui ne sont peut-être pas intéressées à poursuivre ces relations, eh bien, il faut leur demander pourquoi est-ce que vous hésitez de parler, de vous prononcer, de dire non. Alors, vraiment, ça parle de la façon dont on est socialisé, pas seulement pour des questions liées aux relations sexuelles, mais on pense qu'il y a une ligne où on est censé dire non, mais par la suite, eh bien, tout peut se passer. Eh bien, je pense que c'est là le point de départ. Merci. Une autre question. Si nous sommes en train d'éduquer sur des sujets comme la culture du viol et autres, y a-t-il des façons d'aborder ces conversations pour que les garçons et filles noirs se sentent en sécurité et autonomisés dans cet espace? En termes de commencer la conversation, je sais que les conversations que j'ai eues avec les jeunes gens, c'est bien, ce sont des gens qui ont volontairement participé à ces conversations. Probablement ou peut-être parce que je suis une femme noire dans cet espace. Et aussi,
Parce que j'ai participé temporairement avec des élèves, parce qu'autrement, les élèves pourraient hésiter à participer à des conversations de ce genre avec des fournisseurs de services ou avec des enseignants avec qui ils interagissent au quotidien, parce que ce sont des gens qui vont les aider dans leurs devoirs et de façon régulière. Alors, peut-être le fait d'avoir quelqu'un qui pourrait animer la conversation, qui vient de l'extérieur, ça pourrait aider les élèves à s'ouvrir, quelqu'un qui est expert en la matière. Et il faut laisser les jeunes diriger la conversation. Alors, d'après ce que j'ai vu, les jeunes aiment parler des relations. Ils aiment parler de ces genres d'interactions. Alors, vous savez, qu'est-ce qui se passe avec les garçons et les filles? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, commencez avec des questions simples et ensuite faire en sorte que ce sont les jeunes qui dirigent la conversation. Et vous, en tant qu'animateur ou animatrice, vous pouvez mettre au défi certaines des suppositions et des constructions qui découlent de la conversation. Mais le plus important, c'est vraiment de laisser les jeunes diriger la conversation. J'ai vu d'autres présentations. Alors, encore une fois, il y a de la recherche que je fais ici. J'ai assisté à une présentation sur la violence sexuelle qui est fondée sur l'image, qui a été menée par une ancienne policière. C'était dans un auditorium énorme avec des élèves. Alors, il y avait des centaines d'élèves dans la salle. Alors, il y en avait certains qui dormaient, d'autres qui envoyaient des textos. Lorsque j'ai parlé aux élèves de la présentation, ils ont dit: «Ah, quelle perte de temps!» Alors, même avant de commencer, ils avaient décidé qu'ils n'écouteraient pas. Alors, je pense que le fait d'avoir de plus petites conversations qui ne sont pas punitives, parce qu'encore une fois, ce policier ou cette policière, eh bien, il avait abordé la question en essayant de faire peur aux gens. Il avait parlé, pour commencer, d'une fille qui avait été prise dans une interaction avec, un pédophile et cela était censé faire peur aux élèves. Mais les élèves ne se disaient pas: «Oh non, non, je dois avoir peur des pédophiles». Ils se disaient: «Eh bien, moi je suis en train de je vais fréquenter un jeune garçon que j'ai rencontré sur TikTok, alors il y a pas de lien avec ce qu'il est en train de me dire». Alors, le fait de commencer avec de plus petits groupes d'élèves, c'est important et ensuite laisser les jeunes diriger la conversation. Merci. Quelques autres questions. Cette personne indique qu'elle trouve que beaucoup d'hommes trouvent qu'il est difficile de comprendre la patriarchie hétéronormative et son impact négatif sur eux. Avez-vous des recommandations sur la façon de les joindre sans qu'ils arrêtent, la conversation ou qu'ils se ferment à l'intérieur? Je pense que le problème, où les gens, arrêtent de participer à la conversation, ça se passe partout. J'ai vu des femmes le faire, j'ai vu des éducatrices et éducateurs le faire parce que ça prend un niveau d'autoréflexion. L'une des choses dont j'ai parlé avec ces filles, c'est qu'elles résistaient à l'idée d'être victimes. C'est quelque chose, qui était très clair dans les récits. Elle ne voulait pas être placée dans cette catégorie de victime et je pense que c'est une expérience que les gens, ont, à plus grande échelle. Ils ne veulent pas se voir comme étant des victimes ou n'ayant pas de pouvoir ou de capacité d'agir. Alors je pense que c'est la raison pour laquelle les gens arrêtent de participer aux conversations. Alors si on a un homme qui s'investit dans ces stéréotypes masculins à qui on dit: «Eh bien, vous ne profitez pas de ce que vous faites, mais on utilise potentiellement le terme de victime dans ces discours, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui va rassurer les gens. Alors alors il faut peut-être recadrer la discussion, s'éloigner. Je ne sais pas si on peut recadrer la discussion, mais il faut parler en même temps des privilèges et des, désavantages. Ce pourrait être une façon d'aborder la conversation. Alors un exercice que moi je fais avec mes élèves et que j'ai pris, d'éducateurs canadiens que vous connaissez peut-être, c'est l'activité de fleur de pouvoir. C'est un diagramme d'une fleur et sur chaque pétale, il y a, les différentes identités sociales, le race, le genre, le statut, le handicap. Ensuite, mes élèves pensent à ces identités et à la façon dont ils peuvent s'intégrer à ces catégories. Alors pour moi, par exemple, la catégorie dominante est blanchité, catégorie est noire. Alors moi, je réfléchis à ce que ça signifie pour moi. Alors,
Lorsqu'on demande aux élèves de réfléchir à toutes leurs identités en même temps, ça leur fait penser de façon plus approfondie à l'oppression, euh, plutôt qu'aux catégories auxquelles on pense, comme la race et le genre, de façon individuelle. Alors, je pense que c'est vraiment un bon exercice. Les élèves commencent à penser à des choses qu'ils prennent pour acquis. Ils se disent: «Ah oui, vous avez raison, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, à savoir s'il y a un ascenseur ou s'il y a d'autres styles d'apprentissage, parce que généralement, je comprends ce qui est dit dans la salle de classe». Ensuite, ils peuvent faire des extrapolations et se dire: «Ah, quelle est mon expérience de la blanchité? Quelle est mon expérience de la masculinité dans la société?» Alors ainsi, on ne parle plus seulement que d'hétéropatriarchie, mais aussi d'identités qui se croisent. Et cela permet de faire en sorte que les gens peuvent entamer les conversations. Merci, Rachel, d'avoir répondu à ces questions. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci à Dr. Rachel Lishmore qui s'est jointe à nous aujourd'hui et merci à tous les participants et à toutes les participantes. Merci aux interprètes, Wendy et Sylvie, et aux interprètes de l'ASL, Vanessa et Rose. Notez que lorsque le webinaire prend fin, il y aura un sondage évaluation qui s'affichera dans votre navigateur. Veuillez le remplir. Vous recevrez ensuite un certificat de participation. Merci tout le monde et à bientôt.